Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Le président du Parlement belge de la Fédération Wallonie-Bruxelles est arrivé hier dans l'après-midi à Abidjan pour une mission de 5 jours, une mission dont l'objectif est de renforcer davantage la coopération entre les parlements ivoiriens et belges. L'hôte de la Côte d'Ivoire a été accueilli par son homologue Guillaume Kigbafori-Soro à Boussanogo. Le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en mission à Abidjan, accueilli chaleureusement par son homologue ivoirien Guillaume Kigbafori-Soro. Une mission en Côte d'Ivoire pour réchauffer davantage les relations entre les parlements ivoiriens et belges, bien que déjà excellentes. Nous avons évidemment toute une série de réunions qui sont programmées et avec une thématique qui va ressortir de cette rencontre, c'est la thématique qui concerne l'éducation, l'enseignement. On pense évidemment tant en Côte d'Ivoire qu'en Belgique que l'éducation c'est fondamental, c'est essentiel et donc on va partager nos expériences. J'ai été personnellement très impressionné par le fonctionnement du Parlement en Belgique et c'était normal que nous puissions nous revoir dans le cadre de la coopération pour nous enrichir mutuellement. Et je pense que la Côte d'Ivoire, notre Parlement, donc a intérêt, gagnerait, fondamentalement intéressé de savoir comment les choses se passent là-bas. Le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles passera 5 jours en terre ivoirienne, où il aura une séance de travail avec l'ensemble des députés ivoiriens. Le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a eu jeudi dernier une séance de travail avec les agents des douanes directement impliqués dans la mobilisation des recettes de l'État. Cette réunion avec les vérificateurs vise à encourager ce maillon important dans la chaîne de collecte des ressources. L'objectif est d'améliorer les performances en vue d'atteindre les objectifs fixés au début de l'année budgétaire. On en parle avec Lansine Bakayoko. Au premier trimestre de l'année 2018, les résultats obtenus par les services de douane n'étaient pas forcément ceux que le gouvernement attendait. Une mauvaise tendance en voie d'être inversée pour ce deuxième trimestre. C'était une rencontre avec la hiérarchie de la douane, mais surtout les vérificateurs sur le terrain, pour essayer d'apprécier leur travail, essayer d'apprécier leurs résultats et faire en sorte que nous ayons des mobilisations de ressources qui soient plus importantes pour financer le budget, accompagner la marche de notre pays vers l'émergence. Les résultats sur le terrain en termes de mobilisation de ressources, en termes de redressement, après avoir constaté certaines infractions, sont à la hausse. Ces performances sont en partie le résultat du comité d'éthique mis en place au sein de l'administration des douanes par le secrétaire d'État. Grâce à l'engagement de chacun des vérificateurs via la signature d'une charte, cette instance a permis de corriger les comportements malheureux qui réduisent les intérêts de l'État au second plan. Malgré le retour du civisme fortement salué, les services de douane sont appelés à poursuivre leurs efforts en vue de mobiliser davantage de ressources nécessaires au financement du budget. J'encourage donc les agents des douanes à continuer ainsi au service de notre nation. Pour cet exercice budgétaire 2018, la contribution de l'administration des douanes est fixée à 1803 milliards de francs CFA. Et le rôle des sociétés coopératives pour la lutte contre les exploitants clandestins et illégaux dans le développement minier de la Côte d'Ivoire. C'est le thème autour duquel s'est tenue la rencontre organisée hier samedi par la Société coopérative minière de Côte d'Ivoire. Une rencontre au cours de laquelle les exploitants miniers ont affiché leur position à la pratique de l'orpaillage clandestin tout en appelant à un changement de comportement afin de préserver l'environnement. Le reportage est signé Jean-Luc Bangbo. En 10 ans, l'État ivoirien a perdu plus de 480 milliards de francs CFA du fait de l'orpaillage clandestin. Mais les dégâts causés par le phénomène de l'orpaillage clandestin vont bien au-delà des pertes économiques. Au plan social, l'orpaillage va entraîner la destruction de l'environnement, des forêts, de l'eau, parce qu'on utilise souvent du cyanure. L'orpaillage va entraîner des conflits entre les populations. L'orpaillage clandestin, un véritable fléau qui affecte directement les compagnies minières et les exploitants miniers légalement constitués. L'orpaillage clandestin a envahi toute l'étendue du territoire, qui met à mal toutes nos activités. Il y a beaucoup de complicité à tous les niveaux. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup de problèmes aujourd'hui sur le terrain pour pouvoir exercer officiellement.
Pour lutter contre le fléau, l'une des propositions faites par les exploitants miniers est de contraindre les orpailleurs clandestins à se constituer en coopérative. Le problème réel de l'orpaillage clandestin, c'est l'identification des acteurs. Mais même si l'administration décentralisée sur place peut éventuellement le faire, mais elle n'en a pas les moyens. Donc, c'est les communautés villageoises qui sont sur place qui pourraient intégrer ces orpailleurs, pouvoir mettre sous le contrôle de l'administration ces sociétés coopératives qui pourront être régies par les lois et tests en vigueur en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a pour sa part mis en place le programme national de la réglementation de l'orpaillage, un programme qui a abouti en 2017 à la destruction de 228 sites d'orpaillage illicites, à l'interpellation de 64 personnes ainsi qu'à la destruction d'environ 7000 abris de fortune. Manger du poisson braisé au-delà locaux dans un restaurant aux États-Unis, à Atlanta précisément, comme si vous étiez en Côte d'Ivoire, c'est bien possible. Des restaurants ivoiriens proposent des menus du pays à une clientèle qui ne boude pas son plaisir. L'activité connaît un dynamisme. Notre reporter Michel Digré a rencontré 2 restaurateurs ivoiriens qui essaient d'imposer la cuisine ivoirienne au pays de l'oncle Sam. On regarde. Atlanta, nous sommes au quartier Norcross. Ce dimanche, Guillaume rend visite à son ami de longue date, Chantal. C'est qui? Comment tu vas? Ça va. Ce jour, la causerie tourne autour de l'ouverture d'un restaurant ivoirien dans la ville. Voilà le menu du jour. Il a dit il a bon plat cali, sauce aubergine et puis APF à checker. Attends, je porte mes chaussures, on y va parce que moi j'ai vraiment faim. Ouais. Une vingtaine de minutes pour rallier le restaurant. Le maître des lieux est Marcelin Conan. Originaire du centre de la Côte d'Ivoire, il vit aux États-Unis depuis plus d'une vingtaine d'années. Quand il arbore sa tenue de travail, c'est un autre personnage qui troque sa casquette de manager pour celle de cuisinier. D'abord, il y a ceux qui vont à l'école pour la restauration et il y a ceux qui apprennent sur le tas. Moi, j'ai appris comme ça dans les restaurants et puis un jour, je me suis décidé, j'ai dit bon, je vais ouvrir un restaurant. Et comme ça, je me suis mis avec un ami et on a essayé de monter le restaurant. Le restaurant propose uniquement des plats africains, mais surtout ivoiriens. Nous avons le poulet braisé. On a le poisson braisé, on a le choukouya de mouton, on a le choukouya de bœuf. Et comme spécialité, souvent on a un plat du jour, soit la sauce graine de chez nous, la sauce arachide de chez nous, la sauce gombo. Et puis souvent on fait aussi les trucs des Camerounais, le ndolé. L'attente des plats se fait souvent autour d'un pot. À quelques kilomètres de là, un autre restaurant ivoirien. Ici, l'activité est plutôt familiale. Tout le monde met la main à la pâte pour satisfaire la clientèle. Oui, c'est un secteur qui bouge beaucoup et nous, on a voulu vraiment se spécialiser dans la nourriture africaine. On voulait faire découvrir aux autres peuples, au peuple américain, que la nourriture africaine, c'est très bon. Ils peuvent venir manger à tout moment. On a des bons plats parce qu'il y a beaucoup de restaurants spanish de d'autres pays, mais au niveau de la cuisine africaine, ils ne connaissent pas trop. On fait venir la tchéké, les poissons fumés, les plats kali et beaucoup de choses, les escargots, toute une diversité de produits que nous importons nous-mêmes. Les produits importés sont de l'autre côté du restaurant. Denrées alimentaires et autres articles made in Côte d'Ivoire sont proposés à la clientèle. On a les feuilles pour faire du bissap qui viennent de la Côte d'Ivoire. Après, nous avons aussi ça. Donc voilà, on a ramené beaucoup de ça de la Côte d'Ivoire. Ainsi que de l'huile de palme que vous voyez là. Voilà, de l'huile de palme, le foufou. Ils aiment bien, ils veulent tout découvrir. Ils sont très très curieux justement les Américains. Donc du coup on leur montre l'utilisation et ils essayent chez eux. Des ingrédients qui permettent de conserver toute la saveur africaine des plats.
Et quand la nourriture est servie, les réactions des clients sont plus que satisfaisantes. Ça me rappelle beaucoup le pays, ça me rappelle ma maison. Lorsque ma maman préparait le poisson braisé pour toute la famille, pendant les fêtes, pour tout le monde. Donc c'est vraiment, ça me rappelle vraiment la maison, quoi. Quand on vient ici, souvent on peut manger, on peut avoir du garba, du tchèp, du dibi, ça fait plaisir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans les autres restaurants, les restaurants chinois, américains et autres. Donc ça nous fait plaisir d'avoir les plats de chez nous, ça nous donne la nostalgie de chez nous. La restauration africaine aux États-Unis, un secteur porteur pourvu que l'on ait la volonté et les moyens. Il faut avoir les moyens. Si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas facile. Et le conseil, qu'ils viennent essayer de tenter leur chance. Ouais, c'est un pays d'opportunités. Tout le monde a sa chance. D'abord, il faut beaucoup d'ambition, beaucoup de courage, de persévérance. Il ne faut jamais abandonner son rêve. Il faut toujours pousser. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Donc, c'est ce que je peux dire à tout le monde. Tout ce qui veut entreprendre un business, quoi que ce soit, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours pousser. Si pour l'heure, l'essentiel de la clientèle est issu de la communauté africaine, l'activité pourrait connaître un essor fulgurant quand toutes les communautés vivant aux États-Unis seront conquises par la cuisine africaine. Un reportage signé Michel Digré, qui était notre envoyé spécial aux États-Unis à Atlanta. En Ouganda, Ibrahim Abiriga, célèbre député du parti présidentiel, a été assassiné vendredi 8 juin dernier. Figure charismatique de la vie politique, il était un proche du président Yoweri Museveni. Ibrahim Abiriga était âgé de 62 ans. Il était député d'une circonscription du nord-ouest du pays et c'était un ancien rebelle opposé à Museveni lors de ses premières années à la tête de l'Ouganda. Il est ensuite devenu l'un de ses plus fidèles alliés au point d'être considéré comme fanatique. Les dirigeants du G7 ont signé hier samedi au Canada un texte de compromis sur le commerce négocié de haute lutte avant que Donald Trump, à la surprise générale, se désolidarise samedi soir de ce communiqué commun, qualifiant le Premier ministre canadien Justin Trudeau de très malhonnête et faible suite à des propos tenus lors de sa conférence de presse finale. Ottawa a pour sa part rétorqué que Justin Trudeau n'avait rien déclaré d'autre en conférence de presse que ce qu'il n'avait déjà dit auparavant au président Trump. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche sur nos antennes.